Salut Rick démocratique, car c'est au peuple de choisir les questions étatiques. Salut Rick, question d'éthique, l'information circule, c'est notre droit politique. Tu es la nouvelle norme pour notre république. Salut Rick, l'alpha économique. Salut Rick, oméga historique. La rhétorique des peuples pour une nouvelle dynamique. Salut Rick, prise de pouvoir sur le fric. C'est stratégique, ça devient critique. Salut Rick, il est temps qu'on t'applique. Observe les pros. Bonjour, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 72 et on vous fait une petite vidéo pour faire un débriefing sur une opération qu'on a réalisée le 3 novembre, puisqu'on a eu la chance de rencontrer Hollande à sa séance de dédicace pour la sortie de son livre intitulé « Affronter ». Si on est allé le voir, c'était pour pouvoir lui poser des questions et notamment pour lui montrer qu'une véritable opposition politique pouvait exister. Alors on est rentré assez facilement dans la librairie, donc on était 5. On est rentré facilement, il y avait quelques policiers, mais voilà. La population qui venait le rencontrer était plutôt vieillissante, c'était plutôt des jeunes retraités. Donc on peut constater qu'à l'avenir, le Parti Socialiste aura le même problème que le Parti des Républicains, à savoir que son électorat est en train de mourir. Je vais laisser... Ah oui, et au niveau de l'endroit où se passait la dédicace, il y avait également à disposition le dernier livre de Jacques Attali, de Laurent Alexandre et de Stéphane Le Foll. Donc on voit que Hollande sait bien s'entourer. Je vais passer la parole à Enzo qui a donc posé certaines questions à Hollande. Ouais, alors du coup une. Alors déjà moi, le but de mon interpellation de l'ancien président, c'était de l'interroger. En fait, c'était d'abord de l'interpeller sur l'affaire Alstom, parce que pour moi, c'est l'un des plus grands scandales de son quinquennat à lui. Donc il fallait absolument que je l'interroge là-dessus, entre autres, que je l'interpelle là-dessus. Et donc pour faire simple, l'affaire Alstom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un fleuron de l'industrie française stratégique, puisqu'elle vendait les turbines, alors je ne sais plus si c'est EDF, mais de toute façon pour notre énergie, pour notre électricité. Des turbines donc essentielles, hein, c'était un maillon essentiel, voilà. Et, notamment pour nos centrales nucléaires. Voilà, notamment pour nos centrales nucléaires aussi, j'avais oublié effectivement. Et donc cette entreprise-là a été vendue à General Electric, donc une entreprise privée américaine. Donc la France, l'État français, a perdu une de ses industries. Qui est garant en plus de l'indépendance française, aussi bien en termes de l'énergie nucléaire qu'en termes d'armement. Voilà, ce que De Gaulle avait compris avant, quand il avait nationalisé l'énergie au début. Et donc du coup je voulais l'interpeller là-dessus, et donc j'ai commencé à lui parler de la phrase qu'il avait sortie lors de sa campagne présidentielle en 2012, quand il avait dit « mon ennemi c'est la finance ». Et j'ai commencé à lui montrer une première contradiction en lui disant que il avait rencontré donc Emmanuel Macron à une soirée chez Jacques Attali, et c'est Jacques Attali lui-même qui l'avait fait rencontrer, qui lui avait fait rencontrer Emmanuel Macron, chose que Hollande m'a confirmé. Il m'a dit oui c'est vrai, j'ai rencontré François Hollande chez Jacques Attali, c'est lui-même qui m'a fait rencontrer. Et donc ce qui m'a amené à dire, ce qui m'a amené plus loin en disant, et donc vous avez fait élire une fois arrivé au pouvoir Emmanuel Macron à Bercy, qui lui-même venait en fait de la banque Rothschild et donc de la finance. Donc déjà première contradiction, j'ai voulu relever cette première contradiction-là par rapport à la phrase qu'il avait dit. Et pourquoi je parlais de Jacques Attali aussi, c'est parce que j'avais appris assez récemment que Jacques Attali, il avait été, ou il est encore, je ne sais plus, membre d'un réseau d'espionnage économique américain. C'est quand même un truc de fou quand même, faut que ça soit relevé. L'Intelligence Corporation, quand je lui ai dit ça, Hollande m'a dit « Ah, j'étais pas au courant ». Alors est-ce qu'il disait vrai mais en tout cas, moi j'ai eu ces informations-là, et ces informations-là, elles sont plutôt fiables. Alors, c'est une source... Après, il n'a pas nié non plus, Hollande. Ouais. Non, il a pas nié, il a juste dit « j'étais pas au courant ». Et donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est que ce réseau d'espionnage-là, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le Council on Foreign Relations, le CFR,
il est beaucoup constitué de membres du CFR, donc qui s'occupe de la politique étrangère américaine. Donc il travaillait complètement à la botte de la finance américaine de Wall Street, Jacques Attali à ce moment-là. Et c'est Jacques Attali qui a fait rencontrer Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est allé à Bercy, ministère de l'économie et des finances, s'occuper du dossier Alstom. Sachant que le frère de Jacques Attali, j'ai dit ça aussi, je suis allé plus loin, j'ai dit ça aussi à Hollande, Bernard Attali, d'ailleurs en 2002-2003, je sais plus, quand c'était sous Chirac, avait été nommé représentant français d'un fonds américain dont j'ai oublié le nom, mais qui lui-même avait racheté une autre industrie française, à peu près le même modèle que Alstom, le même schéma, c'est-à-dire c'est un fonds américain ou une entreprise américaine privée, une grosse entreprise avec beaucoup d'actionnaires derrière, qui rachète un fleuron de l'industrie française. Et c'était Bernard Attali, le représentant de ce fonds américain-là. Non, Bernard Attali. Son frère. Ah, c'est son frère, d'accord, ok. Qui avait fait un raid contre l'industrie, l'entreprise qui s'appelait à l'époque J'aime plus, j'ai mal tôt. Donc en fait j'ai relevé tout ça, j'ai dit Bernard Attali, il était dans un fonds américain qui a racheté une entreprise française, une industrie française. Emmanuel Macron, il s'est occupé du dossier Alstom, on a vu ce que ça a donné, et c'est Jacques Attali qui a fait rencontrer Emmanuel Macron à François Hollande, alors que Jacques Attali lui-même se trouve dans un réseau d'espionnage américain. Enfin, le truc, les liens, enfin bref. Et il a commencé forcément à me parler de l'affaire Alstom, à vouloir m'embobiner un petit peu, à faire un peu dans la langue de bois forcément, en me disant non mais l'affaire Alstom, deux choix se prêtaient à nous, c'est-à-dire finalement on avait deux repreneurs, exclusivement que deux repreneurs, donc General Electric et Siemens, et il commençait à me dire que finalement c'était mieux que General Electric rachète Alstom, que c'était la bonne solution, vous comprenez, nanana. Sauf que moi je me suis pas laissé démonter parce qu'il a essayé un petit peu de m'emmener avec lui, et je me suis pas laissé embobiner, je lui ai dit non, par principe on vend pas une industrie française aussi stratégique qu'Alstom, parce que si General Electric on pourrait être dans le noir, quoi. Je veux dire, sans les turbines. Parce que là très concrètement, on dépend des Américains pour avoir notre électricité, c'est-à-dire notre chauffage, mais également pour pouvoir construire des centrales nucléaires et pour notre armement nucléaire également. Donc, Alstom, finalement, la vente d'Alstom à une entreprise américaine a fini de faire perdre l'indépendance à la France. En vérité, c'est ça qui s'est passé. En fait, c'est ça. En fait, il l'a laissé vendre Alstom à une entreprise américaine, donc à la finance américaine. Et ce qui m'a fait lui poser cette question-là, en fait, c'était un peu ma question globale, c'est est-ce qu'un président de la République française, il est obligé d'être soumis à Wall Street et à la City? Parce que forcément les actionnaires, enfin bref. Tout ça c'est la finance qui... Et Wall Street et la City. C'est drôle que tu parles de la City parce que j'ai appris relativement récemment que alors même que Hollande faisait son discours où il a prononcé la fameuse phrase « Mon ennemi c'est la finance », au même moment Macron allait rencontrer des actionnaires et était directement à la City pour rassurer finalement la bourse quant à la non-véracité des propos que tenait Hollande en vérité. Enfin, je te laisse continuer. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Donc effectivement, du coup, je sais t'as pas laissé Hollande t'embrouiller? Non, je l'ai pas laissé m'embrouiller, parce que de toute façon, je voyais bien. Même à un moment donné, quand je lui parlais de Bernard Attali, il m'a dit ah, mais il fait quoi Bernard Attali aujourd'hui? L'air de dire, en fait, c'est parce que son pote, quoi. J'ai cru qu'il allait dire Bernard, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah oui, bah si, je crois qu'il est encore dans ce fonds américain-là. Enfin, il essayait de tourner le truc un petit peu à la légère. Il essayait de prendre ça avec légèreté, de me faire comprendre que c'était pas si grave et que finalement c'était comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, et toi t'as poussé l'argumentation? Et moi j'ai poussé l'argument très loin, jusqu'au bout, et je lui ai posé cette question là: est-ce qu'il est obligé d'être soumis à un président de la République française à Wall Street, à la City? Il a commencé à me dire, alors je sais plus vraiment dans les détails ce qu'il m'a dit, mais en grosso modo c'était non, on a des rapports. Il a essayé de me faire comprendre qu'il n'y avait aucun rapport de domination, c'est ça que je veux dire, et qu'il y avait plutôt des relations, voilà. Et moi j'ai continué ma question, j'ai fait, mais est-ce qu'il doit être... Finalement quand il te dit ça, c'est il t'apprend qu'il n'est pas soumis, mais complice. Mais oui, ils ont des relations. Voilà, donc il n'est pas soumis, il est complice. Bah oui.
logiquement. Non mais oui, c'est Merci Hollande pour ses anciennes vrai. Voilà, vérités. non, c'est vrai. Ah non mais complètement, hein. De toute façon ils m'ont... Oui, non mais je vais continuer parce que... et donc j'ai continué ma question et puis j'ai fait... Et pas que d'ailleurs à Tel Aviv, à Pékin, soumis à Tel Aviv, à Pékin. Et là, il a commencé à me dire, non mais là, des gens attendent. Il m'a dit. Il avait envie que ça se termine. Et donc je voyais la sécurité RT dire, bon, on va... Voilà. Et donc je lui ai quand même dit cette dernière phrase, je lui ai quand même dit comme ça en partant, vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a répondu, je vois trop ce que vous voulez dire. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et on est parti comme ça. D'accord. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Ok. Donc c'est intéressant. Ouais, comme- clairement. C'est intéressant parce Ouais. qu'on peut voir que tu l'as dérangé. Ouais. Il était là à sa petite séance de dédicace, tranquillement en province chez son copain Stéphane, Voilà. la folle. Ouais. J'espère qu'ils ont eu une belle soirée après endiablée après cette séance de dédicace. Ouais. Mais tu l'as dérangé et notamment tu l'as dérangé parce qu'il n'a pas voulu continuer l'échange, la Non. discussion. Ouais, il m'a pas répondu. Donc là, il y a Il des a gens qui fait attendent. de la langue de bois. Il m'a pas répondu ou à côté. Il a essayé de détourner ça pour que la discussion soit plus légère et moins sérieuse. Ouais. Voilà. Quand on pousse les arguments, quand on continue, ils n'ont pas les réponses et ils coupent court. Ou alors ils les ont, mais ils les disent pas. Oui, bien sûr. C'est voilà. Trop compromettant. Ouais. Alors, j'y étais aussi du coup le 3 novembre dans cette librairie du Mans et j'ai pu également lui poser plusieurs questions à notre ancien président de la République. Alors, j'ai commencé par lui poser la question est-ce aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est-à-dire la Constitution? Hollande, pareil, m'a répondu avec des banalités et avec un peu de langue de bois. Il m'a notamment répondu que la constitution de la 5e République avait été votée par référendum par le peuple français. Et je lui ai répondu qu'elle avait depuis été modifiée de nombreuses fois sans l'accord, sans un référendum de la part des Français. Ce que Hollande a reconnu sans mal, puisqu'il s'agit d'un fait. Je lui ai posé ensuite la question suivante. Pourquoi n'avez-vous pas su affronter l'Union européenne alors que cette dernière, notamment en détruisant les monopoles publics, détruit la France, alors que lui, en tant que président de la République, ça faisait partie de ses missions de défendre la France, la nation française. Et donc je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas été en mesure de répondre à cette mission pourtant fondamentale qui était la sienne. Alors, ce qui est intéressant, excuse-moi, c'est que tu as employé le terme affronter l'Europe, et que tu avais choisi ce mot-là par rapport au titre de son livre qui est Affronter. Exactement, parce que c'est quand même assez ironique Oui. qu'un homme qui s'est soumis notamment à la City et à Wall Street ose intituler son livre Affronter. Donc, que m'a-t-il répondu à cette question concernant l'échec de sa fonction, de son mandat? Il m'a dit que le peuple français était plutôt pour l'Union européenne et qu'il fallait savoir, admettre la responsabilité du peuple français quant à notre engagement auprès de l'Union européenne. Donc finalement, il reportait la responsabilité sur le peuple français quant à notre adhésion à l'Union européenne. Puisqu'il en appelait à la démocratie, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire qu'en vérité, nous n'étions pas en démocratie. Sur ce, dans la vidéo qu'on a prise, on l'entend rapidement dire bien si, nous sommes en démocratie puisque vous êtes là. Alors là, j'aimerais bien expliquer à Hollande que la démocratie n'est pas simplement l'absence de tyrannie. Effectivement, dans une tyrannie, les opposants politiques ne peuvent pas accéder ou poser des questions à un président de la République. Donc je ne dis pas qu'on n'est pas en tyrannie, certes, mais par contre on n'est certainement pas en démocratie, puisque la démocratie implique une participation réelle des citoyens. Et donc là-dessus, je lui ai dit, nous savons que vous savez que nous ne sommes pas en démocratie. Là, il a bugué un petit peu. Voilà, donc pour cette deuxième question... Moi, je trouve intéressant
la réponse qu'il a faite, de dire on est en démocratie, la preuve, vous êtes là. Je trouve ça assez intéressant. C'est la conception qu'il a aussi. Ça veut dire que, moi je vois ça, la conception qu'il a, oui, la conception au fond, c'était un peu ma deuxième idée, mais la première idée que j'avais, c'était de dire que, pourquoi il te dit ça, t'as le droit d'être là. C'est-à-dire que s'il te dit ça, c'est parce qu'il te considère comme une opposante, et que tu l'as dérangé. Tu le dérangeais, je reviens à ce terme-là, on va voir ce genre de personnages politiques, on va voir pour les déranger, quoi. Pour leur mettre un peu la pression, des petites pressions, des moyennes pressions, et là, si tout de suite il a vu que tu étais une opposante, et on l'a dérangé. Et pour lui, sa réponse, on est encore en démocratie, parce que vous pouvez venir m'emmerder en toute liberté. C'est ça, et on peut même donner une troisième interprétation, c'est-à-dire que de cette phrase-là, si la preuve, on est en démocratie puisque vous êtes là, on peut en donner une troisième interprétation, avec peut-être l'idée qu'il menacerait, finalement, il y aurait une menace derrière, à peine couverte, où il dirait, je peux potentiellement être un véritable tyran, en fait, j'en ai le pouvoir. Si je voulais, vous ne seriez pas là et vous dégageriez vite. Bon. D'où c'est une conception, c'est un peu ce que tu disais, sa conception aussi qu'on peut voir derrière, c'est la conception de la démocratie. Ouais. C'est-à-dire une... Non, mais c'est la conception de CIS, en fait. Oui. C'est ça. C'est une conception où l'opposant va pas être martyrisé, entre guillemets. L'opposant va avoir un droit de parole. Complètement. Mais la démocratie, c'est pas ça. Donc il admettait quelque part en creux que la démocratie... ce n'était que cause toujours et tu m'intéresses. Ouais, voilà, c'est ça. Parce mais que c'est bien les élus dans les hémicycles qui prennent les décisions à votre place. C'est ça. Et qui ne vous représentent pas du tout. Pour nous, la démocratie, elle est quand la souveraineté émane réellement du peuple. C'est ça, normalement, la démocratie. Et que le peuple fait ses propres lois. C'est ça. Édite ses propres règles. Et notamment, c'est aussi intéressant, la réponse qu'il t'a faite sur la première question par rapport à l'écriture de la Constitution, où nous, on a notre idée sur la démocratie à ce propos-là. Il a accepté, il a été dans ton sens, il a répondu oui, c'est quand même intéressant, on a réussi à faire dire... Oui, c'est vrai, il était d'accord avec toi sur le référendum sur la Constitution. Oui, je crois. On a réussi, c'est une proposition intéressante. On a réussi à faire dire à Hollande que c'était au peuple d'écrire sa Constitution. C'est vrai. Donc il n'a pas nié ça, donc là je trouve qu'on a fait... Et pour la dernière question que je lui ai posée, je lui ai demandé si il ne serait pas bon de réintroduire dans la Constitution le crime de haute trahison. Là-dessus, Hollande m'a répondu que le crime de haute trahison était toujours présent dans la Constitution. Nous sommes allés vérifier et Hollande s'est trompé ou nous a menti. Donc c'est quand même dommage qu'un ancien président de la République ne soit même pas en mesure... de parler correctement de la Constitution, c'est assez révélateur d'ailleurs. Et donc on est allé vérifier, et le crime de haute trahison, ce terme-là, a bien été enlevé de la Constitution, il y était présent jusqu'en 2007 à l'article 68. C'est certainement là-dessus qu'il a joué. C'est ça. Pour ne pas mentir, il a un peu noyé le poisson en disant l'article 68 existe toujours, il y a toujours moyen d'intervenir sur le président, mais c'est là-dessus, je pense. Et elle a été totalement dénaturée en fait. Elle a été vidée de son sens, tellement vidée de son sens que le terme de haute trahison n'est plus dans l'article 68 de la Constitution. Donc le crime de haute trahison n'existe plus. Il a été remplacé par autre chose dans l'article 68, qui est le président est redevable s'il y a un manquement ou peut être destitué quand il y a un manquement grave à ses obligations, à ses devoirs, quelque chose comme ça. Il faudrait déjà définir... Ce qui reste assez vague. Tout le monde s'accorde à dire que cette destitution, elle a jamais été cet article 68 est assez vague. Donc on remercie Hollande pour sa franchise concernant le fait qu'il faudrait effectivement que dès qu'il y a une modification de la Constitution, le peuple français puisse accéder à un référendum. Nous le remercions également de ne pas être un tyran et de ne pas persécuter ou martyriser l'opposition politique. Et encore que. Oui. Et ce jour-là. Et nous espérons fortement... Dieudonné, tout ça... Non mais c'est vrai. C'est vrai. Quand même. Non mais c'était un peu ironique. Grosse persécution quand même.
C'était l'ironie. Enfin, non, mais, tu vois, ouais, non mais carrément. Ah oui, ok, c'était l'ironie. Et À l'époque de Des proches du Coluche, tu sais, t'aurais jamais vu un humoriste se faire complètement... ouais, complètement désingué. complètement. Et être interdit de spectacle, etc. Et c'est sous son quinquennat que ça s'est passé. C'est très Et puis grave. c'est aussi sous son quinquennat que la politique de maintien de l'ordre et que les violences policières ont augmenté, notamment la mise en place ou la remise en place de la NAS pendant les manifestations. Oui, parce qu'on parle de Macron et de la répression policière sous Macron, mais sous Hollande, je me rappelle quand même. Elle s'était accentuée et développée, les violences policières, et le maintien de l'ordre s'était durci, déjà. Oui, c'est clair, exactement. Ouais. Notamment lors de des manifestations de la loi El Khomri, la loi travail. sur le travail. Ouais, je me souviens. Je pense qu'on en a fini avec ce débriefing. Bah, tout à fait. Je voulais juste terminer en disant que nous, les Gilets jaunes constituants du 72, aimerions et exigeons que le crime de haute trahison soit de nouveau inscrit dans l'article 68. Et qu'on puisse l'activer avec joie. Je suis bien d'accord, et puis en plus ça fait le lien avec Alstom en fait. Oui, complètement. C'est une autre trahison. C'est ça. Parce que oui, ils devraient être jugés. Macron et Hollande devraient être jugés complètement. Pour haute trahison, pour cette vente. Haute trahison à la nation. Voilà un beau projet politique pour une vraie opposition politique. Donc, proposition, remettre le crime de haute trahison dans l'article 68 et juger Macron et Hollande pour haute trahison concernant notamment l'affaire Alstom. Pour reconnaître sa responsabilité du président, parce que le président il est trop immunisé. Et parce que qu'est-ce que c'est que la haute trahison? Qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que c'est la haute trahison? Ça faut le définir. Et a priori, c'est quand on est déloyal par rapport à son pays ou à son peuple ou à la nation. Quand on est déloyal ou après souvent quand on est occulte ou privé, une minorité âgée. Enfin, voilà, c'est quand on ne défend plus les intérêts de la nation, mais qu'on défend les intérêts de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre ou d'une autre minorité. Et là, a priori, il défendrait plutôt les intérêts de quelques oligarques, de quelques banquiers, de quelques milliardaires. Comme d'habitude. Donc haute trahison par rapport au peuple français et à la nation. Ça me donne envie de rappeler un petit mot de Emmanuel Todd, pour ceux qui connaissent. Emmanuel Todd, ça s'écrit T-O-D-D, qui a dit « La purge, ça urge ». La purge, ça urge. Bon, bonne soirée à tous. On vous remercie de nous avoir écoutés et pensez à partager la vidéo. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.